aparté, l'émission littéraire sur RMJ. Au programme, extraits de livres, musique et interviews. Bonjour à tous et merci de nous rejoindre pour ce nouveau numéro de notre magazine, Le Livre du Mois. Pour ce mois de février, j'ai choisi un roman qui vient tout juste d'être publié, voici quelques semaines seulement, et qui s'intitule « Quand le cerf sème le trouble ». Un roman que j'ai un peu de mal à qualifier. S'agit-il d'un roman policier, d'un roman historique, d'un roman du mystère ou de l'histoire du mystère? Nous verrons tout à l'heure avec l'auteur. Et cet auteur, avec qui nous dialoguerons dans la deuxième partie de cette émission, c'est Daniel Dugès. En aparté, le livre du mois avec Claude Perronnet. Cette musique aux consonances un peu grecques nous vient en fait d'Istanbul, qui fut longtemps capitale de la Thrace sous le nom de Byzance. Vous avez compris que j'ai d'abord choisi de vous parler du roman historique qui, vous le verrez, s'imbrique parfaitement avec le roman policier et le roman du mystère. C'est seulement pour la facilité du résumé que je l'isole. Nous sommes en 54 après Jésus-Christ, précisément à Byzance, où nous allons faire la rencontre d'Andros et de son disciple Lyctos. Andros, qui a bien connu l'enseigneur, a décidé d'écrire en grec la vie et l'enseignement de cet enseigneur. Andros et Lyctos vont quitter Byzance pour se rendre en Achaïe, au nord du Péloponnèse, et là ils vont rencontrer Tuilia, l'épouse du proconsul romain qui occupe la zone. Et bientôt, Andros va charger son disciple Lyctos d'une grande mission. Je cite: « Les temps sont arrivés où nous allons nous quitter. Toi, tu vas partir porter la parole vraie vers d'autres peuples qui doivent savoir. Moi, je vais attendre ici que la mort vienne me prendre. Tu vas prendre les parchemins, ils te serviront, toi aussi, à rendre compte de la vérité. Mais tu les tiendras cachés. Ils sont là pour transmettre le vrai message de l'enseigneur. Tu devras toujours les protéger, même au péril de ta vie. Le parchemin est inaltérable, tu pourras donc, quand tu les confieras à ton tour, les donner intacts. » Remarquez bien le champ lexical de l'auteur. La parole vraie, la vérité, le vrai message. Nous en reparlerons, mais on voit là que le problème est bien celui de la vérité et de la transmission de la vérité. Nous apprendrons un peu plus tard, lorsqu'il sera crucifié par les Romains sur une croix en forme de X, qu'Andros, appelé encore Andréas, est en fait un des disciples appelés du Christ, connu sous le titre de Saint André. Lyctos, son disciple, part vers le Pirée, où il rencontre Tuilia, qui le conduit à Rome, d'où il partira pour la terre de Gallia, la Gaule, où il choisira à son tour un disciple. En aparté, le livre du mois avec Claude Perronnet. Un peu plus tard dans le roman, nous retrouverons le fameux parchemin en 760 dans une abbaye de Provence, et il sera traduit du grec en langue romane par un moine, Dom Irénée, qui décédera quelque temps après avoir terminé la traduction et la transcription du parchemin. Nous nous transporterons ensuite en Creuse, en 1299, chez les moines de l'ordre de la Maison du Temple de Paulac, dans l'actuelle commune de Saint-Étienne de Fursac. Là, un moine de l'ordre de Saint-Benoît, le frère Amiel, avant de mourir, va remettre à Humbert de Comborne, le commandeur du temple, le parchemin, rédigé donc en langue romane, en indiquant: « Lorsque tu en auras l'occasion, tu poseras à un homme de confiance la question suivante. Sais-tu traduire le roman ? Et l'homme qui te répondra par l'affirmative sera le bon. Alors, tu lui demanderas de faire la traduction intégrale de ces rouleaux. » Et il ajoute, 300 ans plus tard, ces rouleaux devront à nouveau être traduits en langue commune. Et il précise, chaque fois, comme moi ce soir, un passeur ne peut survivre. Il en sera ainsi jusqu'au moment où la connaissance du contenu se révélera d'elle-même. Et ce disant,
frère Amiel, mourut. À Polack, Humbert de Comborn va choisir Emery de la Hugonie pour traduire le parchemin. Quelque temps après, Humbert de Comborn fait une chute de cheval et, selon la prophétie, décède. Le nouveau passeur, Emery de la Hugonie, partira bientôt pour l'Écosse. Et donc, en 1351, nous nous retrouvons à Keweening, en Écosse. Je résume un peu vite, mais là, un certain Henri de Hautefort, dernier grand maître des chevaliers du Temple, va remettre le fameux manuscrit à Lord Stanton, qui est le maître de la Sainte Lance de Keweening. En 1677, nous nous transporterons à l'abbaye de Cluny, en France, où est décidée la dissolution de la confrérie de la Sainte Lance. Le secret, car il y a un secret, sera alors transmis à 7 chevaliers qui eux-mêmes vont se fondre secrètement dans une nouvelle confrérie, celle du Sacré-Cœur. Et nous apprendrons que cette confrérie utilisera comme symbole un croissant de lune à l'envers, c'est-à-dire les cornes tournées vers le bas. Et nous découvrirons plus tard que l'église de Bellac possède une espèce de copie d'un tableau du peintre espagnol Murillo avec ce symbole de la lune aux cornes tournées vers le bas. Et à la fin du roman, nous serons surpris d'apprendre que ce fameux manuscrit était en fait, semble-t-il, là, à Bellac. Nous venons d'écouter non les moines de Cluny, mais ceux de Fongompo, abbaye située près de chez nous, dans l'Indre. Quelle histoire, me direz-vous, et quelle célébrité pour notre petite commune de Bellac. Ce que je viens de vous conter, c'est la première histoire, car il y a bien 2 histoires, ou plutôt une histoire dans l'histoire. Une qui débute donc en 54 après Jésus-Christ pour se terminer en 2012. Et quand je dis terminer, c'est avec un point d'interrogation. On peut penser que cette histoire se poursuit ou se poursuivra. Histoire qui nous conduit de Byzance à l'Achaïe, au Pirée, en Grèce, à Rome, en Gaule, en Provence, à Polack, en Creuse, en Écosse, à Cluny, puis à Bellac. On est là dans le temps long, et même peut-être dans le temps infini, seulement interrompu, et dans l'espace élargi. Une autre histoire qui se déroule à Bellac et dans ses environs de janvier 2011 à juin 2012. On est là dans le temps court et dans l'espace restreint. Je vais maintenant vous parler de l'histoire contemporaine. Mais comprenez bien que l'art de l'écrivain, c'est d'entremêler les 2 histoires, de les enriquer pour n'en faire qu'une. Les personnages d'abord. Louis et Marthe Malfon. Louis, il a la 60aine, il est mince et élégant, il est documentaliste pour le cinéma, mais il est maintenant à la retraite. C'est un spécialiste de l'histoire de l'alchimie, ce qui explique qu'il consulte le Mutus Liber dès le début du roman. Marthe, son épouse, a gardé l'essentiel de sa beauté de jeunesse. Elle a la voix grave, j'ajoute des fumeuses, car dans le roman on apprend qu'elle fume encore. Elle est passionnée et même spécialiste de botanique. Ils habitent dans un village près de Bellac, une maison qu'ils ont baptisée l'Ensoleillé, en espagnol. Joël et Anne Gester, la 50aine, Joël est juge d'instruction à Bellac. Et le couple est ami avec le couple Malfon, bien qu'ils aient une dizaine d'années de moins. Le commissaire Romain Carrel, alors je cite, était un personnage singulier, très grand, le cheveu grisonnant, d'une distinction toute britannique. Il semblait sorti tout droit d'une production de la BBC. Il était d'une grande culture. Et sans l'étaler avec outrecuidance, il aimait à s'en amuser. Il jouissait en particulier d'un humour exceptionnel pour un policier, que ce soit dans son travail ou toute autre circonstance.
Sa verve oscillait entre le cynisme total et un rien de plaisir surréaliste. La victime la plus fréquente de cet humour, hormis tous les accusés qui passaient entre ses mains, était son bras droit, l'inspecteur Jean-Jacques Berger. Le commissaire Carrel est ami avec le couple Malfond. Les autres personnages, l'inspecteur Jean-Jacques Berger, qui est un petit bonhomme à lunettes rectangulaires, mademoiselle Piton, la dame des archives de la mairie de Bellac, monsieur Lavauzel, le maire de Tars, dans la Creuse, monsieur Marcel Ségui, personnage important, un original, collectionneur de journaux, un personnage un peu fou, et quelques autres personnages beaucoup plus secondaires. En aparté, le livre du mois avec Claude Perronnet. Ce roman est aussi, ai-je dit, un polar. Il y a, vous l'avez vu, un commissaire, divisionnaire, je crois, un inspecteur, et donc des cadavres. Le premier cadavre, celui de Fernand Contentin, de son vrai nom Michel Lefebvre. Mais en fait, si Contentin est le faux nom de Lefebvre, suivez-moi, Contentin est le vrai nom de Fernandel. Cet homme est une espèce d'ancien gourou venant du département du Gard. Il est donc mort en janvier 2011. On a retrouvé son corps rue Edmond Dantès à Bellac, mais la description de la rue nous indique qu'il s'agit sans doute de la rue Barbès où a vécu l'auteur. Un deuxième cadavre, découvert dans la même maison de la rue Dantès, mais dont on a trouvé le squelette dans une double cloison de cette maison, l'enquête nous indique qu'en fait, la mort remonte à 1885. Un troisième cadavre. Il s'agit du vieux fou collectionneur de journaux, Marcel Ségui. Il a sans doute été empoisonné. Et un quatrième cadavre. Mais celui-ci, je ne vous en dis rien, sinon que c'est un peu une intrigue à la Agatha Christie. Pour le roman policier, je vous laisse, avec tous ces ingrédients, lire le livre pour faire le lien entre les deux histoires. J'ai dit que c'était aussi un roman de mystère. C'est vrai, mais aussi un roman de l'histoire du mystère. Vous y glanerez de nombreuses informations sur les œuvres de Théodore Labourieux, sur les canulars de Léo Taxil, sur les œuvres de Blanc de Saint-Bonnet, sur les symboles trouvés dans l'église de Bellac, dans la chapelle de Saint-Sauveur, dans la chapelle des Pénitents, sur Murillo et les tableaux de l'église de Bellac, sur l'ours de Bellac. L'auteur de Rennes-le-Château est, on le sait, un spécialiste de l'ésotérisme. On peut lui faire confiance quant au sérieux de son étude et de ses informations. Ah, il ne faut pas que j'oublie, il y a aussi un cerf. Dans la maison du meurtre, on trouve deux tableaux identiques. Je crois que l'un est plus petit que l'autre, se faisant face, avec un grand cerf, nous dit l'auteur, au bois dressé, devant un lac. Il surveillait trois femelles, allongées sous les branches. Que vient faire ici ce cerf qui sème le trouble? Est-il le symbole de la vie qui se perpétue dans cette maison où il y a deux morts, un symbole solaire comme dans certaines civilisations, celui de la richesse, de l'aisance, de la longévité, de la puissance? Nous verrons tout à l'heure avec l'auteur. Nous n'avons fait qu'effleurer ce roman pour mettre en forme, en relation, en action les éléments que nous avons donnés. Maintenant, il vous faut lire le roman. Et vous avez le choix, car c'est un peu en 3 en 1. Vous pouvez le lire un peu vite, comme un polar. Vous pouvez aussi vous attarder sur la relation historique. Vous pouvez encore étudier avec précision toutes les informations liées au mystère, au mystérieux. Et puis, pour tout mettre dans l'ordre, vous pouvez relire l'ensemble. Et vous verrez, ce sera avec grand plaisir et grand intérêt. Nous allons terminer avec la valse des regrets de Brahms. L'orgue de la nuit, au clair de la lune, gémit, la brise fait de son archet chanter la valse des regrets. Ma belle enfant du bois dormant, quittez vos rêves troublants, vous éveillant pour un instant, venez à moi qui vous attend. C'est l'air que joue dans le roman l'organiste de l'église de Bellac, et c'est sur cette musique que se termine le roman. En aparté, l'émission littéraire sur RMJ avec Claude Perronnet.
Daniel Dugès, bonjour. Bonjour Claude. Et merci d'avoir accepté notre invitation, d'avoir accepté le jeu de l'entretien. Et d'abord, voulez-vous corriger, modifier, transformer le résumé lecture que j'ai fait de votre roman? Ah non, pas du tout, je l'ai trouvé excellent. Je me demande même si c'est vraiment moi qui ai écrit ça, à tel point que le résumé est presque meilleur que le livre. Daniel Dugès, dans votre roman, je vais vous interroger sur la partie historique d'abord. Dans votre roman, vous indiquez que les paroles vont et viennent, alors que les écrits, eux, sont morts, mais ils ont la fixité des morts, leur stabilité, leur éternité, écrivez-vous. D'ailleurs, c'est même, dit autrement, le titre du 22e chapitre, les paroles s'envolent et les écrits restent. Considérez-vous qu'il existe des textes sacrés qui révèlent des vérités définitives, stables, éternelles, immuables? Je ne pense pas qu'il existe de textes sacrés qui révèlent des paroles immuables. Je crois que tout texte sacré correspond à une époque. À une époque, les hommes ont eu besoin d'écrire certaines choses. Ils les ont écrits et à la suite de circonstances plus ou moins complexes, parfois, ces choses sont devenues pérennes. Mais à la naissance du christianisme, par exemple, il y avait presque 7 ou 8 christianismes différents, avec des textes que chacun de ceux qui l'avaient écrit pensait que ces textes étaient définitifs. Et finalement, il en est resté un au milieu de tous ces christianismes, qui s'est redivisé par la suite, mais donc voilà, des écrits qui restent définitifs, je n'y crois pas. Je pense qu'il y a des pensées qui sont qui vont traverser le temps pendant de longs moments. Par exemple, des pensées mais des pensées courtes, comme les sentences de Confucius ou des choses comme ça. Mais de là à dire que ce sont des vérités pérennes, non, je crois pas. Pas pérennes, alors. Je reste encore sur ce sujet parce qu'il me paraît important. Dans Andros, dont nous apprendrons plus tard qu'il est Saint-André, le premier scribe de la lignée, raconte l'enseignement de l'enseigneur. Oui. J'utilisais ce terme-là. Saint-André fut le premier disciple, et vous l'écrivez vous-même, appelé Jésus-Christ le Seigneur. Et pourtant, ce Seigneur, vous l'appelez l'enseigneur. Moi, je pense que l'enseigneur, c'est un peu comme l'enseignant, celui qui transmet des signes, qui transmet des informations. Et si on poursuit l'analogie avec l'enseignant, ce sont les apprenants, donc les fidèles, qui construisent leur propre savoir pour l'apprenant et puis leur propre vérité pour les fidèles. Est-ce que vous croyez ce que je dis là? Est-ce que vous êtes d'accord? Ou est-ce que, à nouveau, vous pensez que la parole du Christ, par exemple, est obligatoire, si j'ose dire? Ah, qu'elles sont obligatoires, certainement pas. Je l'appelle l'enseigneur parce que c'est le terme qui est employé pour parler de Jésus-Christ dans l'évangile de Marie, c'est-à-dire de Marie-Madeleine, qui est un évangile découvert à Nag Hammadi, qui est un évangile dit gnostique, et il est jamais appelé Jésus, il est appelé l'enseigneur. L'enseigneur disait ceci, l'enseigneur disait là. Et j'ai trouvé que cette phrase était bien parce que Jésus était a priori un enseigneur, c'est-à-dire quelqu'un qui porte un enseignement. Mais Enseigner, c'est pas transmettre la vérité, c'est donner la possibilité à chacun de se la construire. Exactement, tout à fait. C'est en ce sens-là que j'ai voulu employer le mot enseigneur. C'est-à-dire que, voilà, après, on a enseigné, il y a eu un enseignement. Qu'est-ce que les gens ont fait de l'enseignement? Ça, c'est autre chose. Encore une question sur la partie historique du roman qui m'intrigue. Chaque scribe dans l'histoire décède après avoir transmis le document original à son disciple. Pourquoi la transmission entraîne-t-elle ainsi la mort? Ce n'est pas simplement, je pense, pour avoir un 4e cadavre. Non, c'est pas vraiment le jeu de la quantité des cadavres. En plus, j'aime pas trop les thrillers, c'est-à-dire ces romans policiers où il y a des cadavres à toutes les pages. Donc c'est pas du tout ce que j'ai voulu faire. Simplement, c'était je voulais faire que le secret que je fais transmettre, dont on ne sait pas grand-chose finalement, mais je voulais faire comprendre qu'il était assez lourd pour qu'il vaille la vie de quelqu'un à chaque fois qu'il y avait transmission. En aparté, le livre du mois avec Claude Perronnet. Nous recevons en ce moment l'écrivain Daniel Dugès à propos de son dernier roman « Quand le cerf sème le trouble ». Alors dites-moi Daniel Dugès, il faut que vous sachiez que, je vous l'ai déjà dit d'ailleurs, que lorsqu'on lit le roman d'un spécialiste de l'ésotérisme, du symbole, comme vous, on essaie de tout interpréter.
C'est ainsi que je me suis amusé à faire le trajet du manuscrit sur une carte pour voir s'il ne dessinait pas une croix de Saint-André. Je me suis demandé si le B de Quand sème le trouble sur la couverture, qui agrandit par la loupe, avait un sens. Et je suis allé voir, vous le savez, la copie du tableau de Murillo dans l'église de Bellac, que je n'ai pas trouvé parce que je n'avais pas lu avec assez de précision votre roman. C'était dans la sacristie qu'il fallait aller. Dites-nous, Daniel Dugès, ce cerf, qui est sur votre couverture en cerf quasi stendhalien, il y a un rouge et un noir, là. C'est le symbole de quoi, ce cerf? Alors ce cerf me sert à moi, il me sert à pouvoir faire exprimer l'humour du commissaire Carrel, mais c'était pour moi un personnage, enfin c'était pour moi un objet secondaire dans l'écriture de ce livre. C'est que l'auteur d'un roman est souvent victime de son éditeur, et là mon éditrice m'a dit par rapport au titre que j'avais mis à l'origine, qui était L'orgue de la nuit, elle m'a dit L'orgue de la nuit, non, ça c'est carrément mauvais, donc il faut trouver autre chose, et on devrait se servir de l'humour de Carrel, d'ailleurs du commissaire. Et comme ce cerf revient sans arrêt dans la bouche du commissaire, c'est en fait l'utilisation d'un trait d'humour, mais il n'y a pas d'ésotérisme derrière. Mais voyez combien votre éditrice m'a perturbé, et peut-être comme elle aura perturbé beaucoup de lecteurs qui vont sûrement chercher le sens qu'il y a à ce cerf qui est dans le titre lui-même, quoi. Absolument. C'est en quoi, en termes d'édition, elle a eu raison par rapport à mon titre. Qu'est-ce qu'on en parle? La preuve. Deux petites questions encore sur votre roman. Il y a des sociétés secrètes, on parle des sociétés secrètes dans votre roman quand le cerf sème le trouble. Des sociétés secrètes, il y en a vraiment partout, même ici, à Bellac, à Magnac-Laval. À Magnac-Laval, je ne sais pas, mais des sociétés secrètes, il y en a eu beaucoup dans toute l'histoire de l'humanité. Il y en a eu sans arrêt depuis, je sais pas, la plus vieille doit être l'équipe de Pythagore qui vivait avec des jeunes en cercle, en vase clos, et puis il y en a eu après tout le long de l'histoire de l'humanité, et un nombre incroyable. Alors il y en a que je qualifierais de sérieuses, de crédibles, et d'autres que je qualifierais d'un peu plus folkloriques, quoi. Mais c'est intéressant de les étudier, parce qu'on se rend compte que faire de l'histoire sans étudier les sociétés secrètes, c'est passer à côté de l'histoire complètement. Elles sont intervenues tout le temps. Par exemple, un sujet qui n'est pas du tout dans mon livre, mais je ne peux pas croire une seconde à l'histoire de Jeanne d'Arc telle qu'elle est racontée officiellement, même par les historiens. C'est absolument incroyable. Une jeune fille ne peut pas, en 3 jours, apprendre à monter à cheval, faire cabrer son cheval en arrivant, et là c'est dans les chroniques historiques, donc pour éviter un accident avec un piéton. Donc l'histoire de Jeanne d'Arc, il y a autre chose derrière. Il y a une société secrète ou des sociétés secrètes, je ne sais pas laquelle. Il y a plusieurs hypothèses qui ont été émises, mais les historiens ne veulent pas étudier les sociétés secrètes, et ça c'est un grand tort. J'en ai entendu un à la télé récemment qui disait au XIVe siècle il n'y avait pas de société secrète. Au XIVe siècle, déjà la chevalerie était une société secrète. Et au XXIe siècle? Au XXIe, il y en a des quantités. Depuis le XIXe, il y a eu une éclosion des sociétés secrètes d'une manière étonnante, quoi. À Bellac, il y en a? À Bellac, il y en a eu. Une dernière question sur le roman. Pourquoi vous faites mourir le personnage qui est le plus sympathique de votre roman, à la fin du roman? Alors ça, c'est une bonne question. Comme disait. Voilà, quand j'écris un roman, comme mes romans la plupart du temps sont de caractère policier, on va dire, j'écris sans savoir qui est le coupable. Parce que je me suis persuadé petit à petit que si moi je ne sais pas quel est le coupable, les gens ne vont pas le découvrir au cours du roman tout de suite. Je voudrais pas que à la 3e page il y a quelqu'un qui me dise le coupable c'est un tel. Donc j'avance progressivement en laissant échapper quelques pistes. Mais je ne sais pas jusqu'à peu près à la moitié du roman, en gros, la moitié ou les 2 tiers, je ne sais pas qui est coupable. J'ai plusieurs solutions, et petit à petit, il y en a une qui se révèle être la nécessaire. Et là, malheureusement, c'est tombé sur la personne que vous savez donc, qui est devenue la personne nécessaire, et qui était sympathique, mais... Oui, qui est très sympathique. Oui, mais les escrocs, les salopards, les méchants sont sympathiques. Sont parfois sympathiques. Sont souvent sympathiques. En aparté, l'émission littéraire sur RMJ. Le ciel flambe sur les monts de blond. D'ici je vois
vois mes moutons. De quoi sera fait demain? On n'entend plus les Indiens qui a fait taire leur tambour. La la la, n'est-ce pas cet homme qui court? Le ciel gronde sur les mondes blonds. On ne change pas la chanson. Il y a bien tous les matins des hommes qui crèvent de faim, des enfants abandonnés au jour. La la la, mais que fait cet homme qui court? Il vente sur les mondes blonds. La violence est de saison. Ce monde est fait pour les plus forts, qu'ils aient raison ou bientôt. Vont-ils donc tricher toujours? La la la, mais quel est cet homme qui court? Vous êtes bien sur les ondes de RMJ et je reçois en ce moment Daniel Dugès à propos de son dernier roman, Quand le cerf sème le trouble. Et nous venons d'écouter une chanson qui nous parle des mondes blonds, et l'auteur, compositeur, interprète est Daniel Dugès. Alors Daniel Dugès, vous avez écrit, composé, interprété des dizaines de chansons. Je me souviens que vous aviez été présélectionné pour le printemps de Bourges, par exemple. La chanson, c'est fini ? C'est fini sur le plan de la représentation, enfin de faire du spectacle, mais je chante de temps en temps mes chansons pour des amis, et j'en écris encore de temps en temps, quelques-unes, voilà, pour le plaisir, quoi. Mais toutes ces formes d'art que j'ai pratiquées, la chanson, la peinture, impliquent derrière une infrastructure, une mise en technicité, j'allais dire, une technicité qui me lasse vite. J'ai du mal à aller courir à droite, à gauche pour retrouver des spectacles, voilà. J'aime ça, ce qui m'a fait arrêter. Et puis je me suis rendu compte qu'en vieillissant, le trac devenait quelque chose de plus en plus insurmontable, et que bon, c'était peut-être pas la peine de se faire mal non plus pour. C'est trop lourd en termes d'infrastructure, quoi. Finalement. C'est très, ouais. La peinture aussi bien que la chanson. C'est peut-être moins vrai pour l'écriture. Vous avez écrit et publié, je crois, 11 livres. J'en ai peut-être oublié, des romans, mais aussi des études particulièrement riches sur ce que j'appellerais, moi, le mystère de Rennes-le-Château. Daniel Dugès, pourquoi écrire? J'ai qu'une réponse qui me vient, c'est parce que tout d'un coup j'en ai envie, quoi. La chanson, c'est tout d'un coup j'ai une idée, je me dis tiens, ça serait bien de faire ça, une chanson sur ça. L'écriture, c'est un besoin d'exister, mais pas spécialement d'exister par rapport au monde, parce que je me suis fait une espèce de religion de penser que la notoriété, la gloire ne serait jamais de mon côté, ne serait donc j'écris pour mes amis, sûrement pour exister un peu auprès d'eux aussi, bien sûr, mais je suis pas à la recherche du prix Goncourt, quoi, voilà. Oui, mais 11 ouvrages, c'est pas rien. Je veux dire, c'est pas simplement une envie qui arrive comme ça. Il y a des contraintes là quand même pour écrire 11 ouvrages, non? Oui, c'est l'envie d'écrire est provoquée au départ par quelque chose. J'ai écrit des chansons, j'ai écrit 100 à 110 chansons. Et quand on a écrit une certaine quantité de chansons, enfin moi du moins quand j'ai écrit ça, je voulais éviter de me répéter, et un jour je me suis dit, est-ce que tu serais capable d'écrire plus long qu'une chanson? Donc j'ai commencé à écrire un roman. C'est mon premier. Ça a été un exercice, Le Temps du Laurier, et ça a été un exercice de style un peu par rapport à la chanson, quoi. Et ce roman est resté dans un tiroir. En fait, je l'ai pas vraiment écrit pour quelqu'un. Il est resté dans un tiroir pendant 10 ans. Il a fallu que quelques amis me disent mais quand même non, il faut que tu édites ça. Il y a plein de gens qui éditent, faut éditer. Et alors après, ça a été une espèce d'engrenage. Quand je me suis intéressé à l'histoire de Rennes-Château, des gens là-bas m'ont dit mais tu as appris plein de choses, tu devrais l'écrire, et ainsi de suite. Et donc l'écriture c'est devenu une espèce de seconde nature. J'écris maintenant, j'ai un chantier à la fois, j'ai toujours 3 romans,
Et puis j'ai des notes que je prends sur différentes choses. Voilà, ça devient quelque chose de naturel. Petite question là, par rapport à ce livre, pourquoi écrire un roman policier? C'est parce que c'est la mode? Ah non, je suis quelqu'un qui est vraiment hors mode, contre toutes les modes. Non, policier parce que ça me plaît. Quand je regarde la télé, je regarde des policiers. J'aime le roman policier, mais un peu comme vous disiez tout à l'heure à la Agatha Christie, c'est-à-dire j'aime pas trop le thriller, j'aime bien le roman qui se passe dans le calme, même s'il y a eu un petit meurtre ou deux ou trois, mais pas d'abus dans ce genre. Alors justement, si vous avez décidé, vous le dites, je crois, dans d'autres interviews, d'utiliser le commissaire Carrel dans vos futurs romans. Mais un peu comme Laurel et Hardy, croyez-vous que le commissaire Romain Carrel puisse exister sans l'inspecteur Jean-Jacques Berger? C'est une question que je me suis posée tout de suite, puisque dans le second que j'ai fini, dans le second Romain Carrel, je change d'inspecteur. Comme il est divisionnaire, mon commissaire, et il a le droit d'aller faire, c'est la caractéristique divisionnaire, d'aller faire des enquêtes ailleurs. Et là, il va faire une enquête à Brive, et il tombe sur un jeune adjoint, mais avec qui il a des relations qui sont différentes d'avec Berger, puisque c'est un monsieur d'âge mûr et un jeune qui commence. Et donc l'humour qui va naître entre les deux est un peu du même genre, mais différent. Et dans le troisième que j'ai entamé aussi, il retrouve Berger. Très bien. Parce que Berger est un personnage intéressant. Intéressant. Oui, intéressant. Daniel Dugès, vous avez écrit sur Nicolas Poussin, et dans le Cerf, il est question de Murillo. Dans le prochain, ou dans un prochain, il sera, je crois, question de Botticelli. Vous êtes vous-même peintre, vous avez peint plus de 1000 tableaux, et c'est quand la prochaine exposition? C'est fini aussi, ça. Exposition chez moi, vous pouvez venir voir mes tableaux, il n'y a pas de problème. C'est trop difficile pour moi, tout seul, de trimballer les tableaux, de les transporter. Il faut. C'est comme la chanson, c'est l'infrastructure. Pareil, c'est l'infrastructure qui me pèse, ouais. Vous êtes romancier, vous savez décrire, faire vivre les personnages avec quelques mots, avec quelques phrases. Et en romancier, pour ceux qui ne vous connaissent pas, vous pouvez nous dire en 2 phrases qui est Daniel Dugès? C'est quelqu'un sûrement très complexe et très simple à la fois. C'est un personnage très ordinaire qui simplement s'est intéressé toute sa vie à des choses excessivement variées. Mais il est complexe de par son éducation, de par ses origines, de par son éducation, de par le métier qu'il a fait. Tout l'intéresse. En aparté, le livre du mois avec Claude Perronnet. Vous voulez qu'on vous lise, vous êtes écrivain, vous publiez, vous voulez qu'on vous lise, et vous, Daniel Dugès, en 2 mots comme ça, que lisez-vous? Vous nous avez dit que vous regardiez les polars à la télé, mais quels sont vos goûts littéraires? Mes goûts littéraires, j'aime beaucoup j'allais dire j'aime les bons romans, mais c'est difficile de définir ce que j'appelle un bon roman. J'ai une femme qui est très versée littérature et donc qui me conseille. Donc elle me fait lire de temps en temps des romans qu'elle a lus et qu'elle pense qu'ils vont m'intéresser. C'est des romans toujours un peu comme ceux que j'écris, c'est-à-dire il y a une intrigue derrière, il y a du mystère, voilà, il y a des choses comme ça qu'on retrouve. Sinon je suis obligé, à cause des recherches que j'ai faites, de lire des archives et des trucs qui sont pas toujours rigolos à absorber. La question de Christophe. Alors Daniel Dugès, on l'a vu au fil des années, vous êtes passionné pour l'ésotérisme, pour l'histoire, pour la vie de Rennes le Château, le site qui était au cœur de vos premiers romans. Quand le cerf sème le trouble, c'est un peu le fruit de votre expérience de ces années passées. Avant, vous étiez dans la description de l'ésotérisme et du mystère. Maintenant, vous utilisez le mystère pour mener vos propres histoires. C'est exactement ça. J'ai écrit d'abord sur Rennes le Château, et pour écrire sur Rennes le Château, il m'a fallu lire des quantités de choses sur l'ésotérisme les ésotérismes en général. J'ai beaucoup appris en travaillant sur Rennes le Château. Et donc, tout ce que j'ai appris me sert maintenant, je m'en amuse maintenant, voilà, un peu. J'ai travaillé, maintenant je m'en amuse dans les romans. Alors, une dizaine de livres, les premiers c'était Rennes le Château, maintenant c'est le Nord-Haute-Vienne, c'est le Limousin, c'est une seconde vie pour vous, c'est une seconde étape, après l'enfance passée dans le Sud. Oui, c'est une manière de faire vivre ce que j'ai appris près de moi, parce que effectivement l'histoire du cerf, je ne l'invente pas complètement. Un jour, un de mes élèves est venu me voir et m'a dit, mais il y a un curé qui a la même histoire que l'abbé Saunière ici à Bellac. Ah, j'ai dit bon, alors au début j'ai pris ça un peu en souriant, et puis non, c'est à peu près vrai, c'est exact. La seule différence, c'est que Saunière a un peu débloqué à la fin de sa vie, et pas le curé en question qui était à Bellac, qui est mort dans l'anonymat le plus complet, mais il a un peu la même histoire. Donc je me suis dit, il y a eu, parce que derrière Saunière, j'avais trouvé qu'il y avait une histoire de société secrète, je me suis dit, il y a des sociétés secrètes qui se promènent en Limousin. Et effectivement, maintenant, depuis que je rentre dans
les églises du Limousin avec assiduité, il y en a partout quand même, ouais. Pour terminer l'émission, vous avez choisi une illustration musicale et vous avez choisi les danses espagnoles d'Enrique Granados. Pourquoi ce choix ? C'est un choix amusant parce que cette musique me suit, je l'avais achetée quand j'étais étudiant et j'aime beaucoup la guitare espagnole et cette musique me suit depuis longtemps et un jour je me suis dit tiens, tu devrais faire une chanson avec cette musique. Donc j'ai écrit un petit texte et dans ce texte, alors j'écoutais la musique, je me disais ça t'inspire quoi ? Ben ça m'inspire, je vois un bateau sur des flots, c'est triste, c'est nostalgique un peu. Je vois une mort quand même derrière. Je vois un truc comme ça. J'ai eu quelques images comme ça et puis j'ai fait un texte complètement inventé avec ça. Et un jour par hasard, alors là les gens penseront ce qu'ils voudront, un jour par hasard je suis tombé sur la vie de Granados, c'est-à-dire l'auteur de la musique. Et pendant la Deuxième Guerre, en revenant en Amérique, il avait donné des concerts. Son bateau a été torpillé par un sous-marin allemand. Il a pu monter dans une chaloupe, mais tout d'un coup, près de cette chaloupe, il a vu sa femme qui se noyait, il s'est jeté à l'eau pour la sauver, et ils sont morts tous les deux. Donc je me suis posé la question qu'on peut toujours se poser, c'est est-ce que vraiment tu as simplement ressenti la chanson, ressenti le morceau, et lui avait eu une prémonition, ou c'est le fruit du hasard ? Je laisse à chacun la réponse qu'il veut donner. D'autant plus que nous allons nous quitter sur cette musique. Je voudrais dire grand merci à Daniel Dugès d'avoir accepté de se livrer au jeu de l'entretien et inviter nos auditeurs à lire « Quand le cerf sème le trouble ». Merci beaucoup Daniel Dugès et à bientôt pour votre prochain roman. Merci Claude Perronnet. Nous vous rappelons que cette émission En Aparté est réalisée par Christophe Gourcerol et nous donnons rendez-vous à nos auditeurs le mois prochain. Nous traiterons d'un autre roman et recevrons un autre auteur. À très bientôt donc et très bonne semaine au pluriel. À vous tous. En aparté, l'émission littéraire sur RMJ. Claude Perronnet rencontre pour vous un auteur de la région. Au programme, extraits de livres, musique et interviews. Rendez-vous tous les 2e dimanches du mois à 19h. Le mercredi qui suit à 14h05.